Aujourd'hui, nous recevons Kurt Emaker, CEO de la Mina Foundation. Il nous parlera de l'importance de la confidentialité des données. Et comment Mina tente de révolutionner la blockchain grâce au Zero Knowledge Proof. À tout de suite. Et du coup, peut-être justement, c'est un petit peu là où donc, certaines personnes auront entendu parler de Mina. C'est un projet qui a fait énormément de bruit quand il est venu s'installer à Genève. On aimerait un petit peu vous demander quelles sont les valeurs. Donc, vous avez expliqué, une des missions premières, c'était un peu de pouvoir aussi sécuriser les gens et d'amener cet élément qui est assez nouveau finalement du Zero Knowledge Proof. C'est quoi véritablement les valeurs et les missions de Mina Foundation? On vit dans une société où les systèmes de transactions actuels en ligne font face à de nombreux défis en matière de sécurité, d'accessibilité, de confidentialité. Les utilisateurs sont de plus en plus concernés par la collecte des données sensibles par les plateformes en ligne. Les systèmes actuels de transactions financières traditionnels privent les utilisateurs de contrôle et sont dans de nombreux cas inefficaces. Et le blockchain a le potentiel à résoudre bon nombre des problèmes avec l'Internet actuel, mais les outils, les plateformes nécessitent une meilleure infrastructure pour répondre aux exigences des utilisateurs et le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est une véritable réponse finalement à cette problématique des utilisateurs tout un chacun vis-à-vis de la confidentialité. Voilà, Mina Protocol, soutenu par Mina Foundation, qui vient donc apporter une solution technique, mais à la fois idéologique par rapport à cette confidentialité. Oui, tout à fait. C'est très technique à la base ce que nous on fait, et ce n'est pas la technique toute seule qui va résoudre tous les problèmes, mais c'est un élément qui va aider la société en général à évoluer, à répondre à toutes ces... L'enjeu de la donnée. Exactement. Ouais. Et de la propriété de la donnée. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même le Zero Knowledge Proof, ce que c'est et à quoi ça correspond? Oui, en fait, je donne une petite explication et je pense aussi on peut montrer exactement un cas concret de comment ça fonctionne. Avec plaisir. Mais expliquer simplement, un Zero Knowledge Proof, c'est une méthode cryptographique qui permet une partie de prouver qu'une déclaration spécifique est vraie à un vérificateur qui fait la vérification de cette déclaration et sans que celui qui veut faire la preuve a besoin de divulguer quoi que ce soit comme information autre que la validité de son déclaration. Et pour expliquer ça, j'ai emmené quelques matériaux pour ça. On va tester en réel. Donc voilà, il y a 4 balles, il y a 2 jaunes, et puis un et puis un rouge et un bleu. Et en fait, on va demander à Alice de mettre le bandeau sur les yeux. Moi, je vais choisir 2 balles. Je ne dis pas si c'est... Donc, tu ne sais pas si c'est les 2 jaunes ou les couleurs différentes. Et moi, je prends 2 et je fais une déclaration. Je dis simplement, je te donne 2 balles d'une couleur différente. Je te demande de mettre les balles derrière ton dos, derrière toi. Tu changes les mains ou pas et tu ressors les mains avec les balles. Et là, je vais dire si tu as changé ou pas. Et je dis, là, tu n'as pas changé. Et tu me dis, tu fais signe avec la tête si c'est juste ou pas. Oui, c'est juste. Alors là, tu peux dire, peut-être il avait de la chance, il a fait Exactement. C'était une chance sur 2. Exactement. Mais maintenant, tu refais la même chose. On recommence. Tu changes ou tu ne changes pas. Et là, je dis, tu n'as toujours pas changé. J'ai toujours pas changé. Alors, et on fait une 3e fois. Et là, je dis que oui, tu as changé. Et donc, tu vois que tu fais ça 10 fois, 100 fois, et le temps que j'ai la réponse juste, tu as la confiance que oui, cette déclaration est bien valide. Mais en revanche, j'ai aucune idée des couleurs que j'ai dans les mains. Exactement. Donc, il n'y a aucune information qui était divulguée sur la balle. Je sais que j'ai 2 balles. Tu sais que tu as 2 balles. Tu sais que ma déclaration qu'il y a 2 balles différentes, c'est juste. Mais tu n'as aucune idée si c'était... Rouge, bleu, jaune ou... Ouais, d'accord.
OK, tu peux D'accord. revenir avec nous maintenant. Merci pour la suite. Et donc, tout ce qui compte de savoir, c'est véritablement de savoir Si j'ai fait la si, manipulation. en fait, et aussi si en fait l'information est vraie ou fausse et donc authentique. Et ça, c'est un point très très important, notamment voilà, dans le cadre des données personnelles, de la confidentialité. Et donc, du coup, on peut prouver n'importe quel type d'information. C'est exactement. En fait, c'est prouvé, mais en fait, on peut prouver qu'une déclaration est valide sans avoir besoin de dévoiler les informations. Et du coup, c'est quoi les use cases véritablement que vous cherchez à résoudre? À qui s'adresse finalement le Mina protocole? Qui pourrait développer dessus? C'est quoi un petit peu ce que ça vient résoudre, j'imagine, pour des industries aussi, qui doivent beaucoup échanger des informations? C'est quoi fondamentalement les utilisateurs de votre blockchain? Tout à fait. Merci. En fait, c'est une question et je vais faire une réponse multidimensionnelle. Allons-y. Layer one. Parce qu'à la base, c'est aussi lié à l'économie, les économies de compute. C'est très, très puissante, la technologie de Zero Knowledge. Mais si on pense à des use cases liés à les chaînes de confidentialité et quelles sont les choses utiles dans nos jours, c'est dans tout ce qui est domaine, par exemple, de compliance, de Know Your Customer. Et pour expliquer ça un peu plus en détail, dans un extrême, tu as les gouvernements, les banques qui veulent savoir tout sur les gens, toutes les informations. Ça peut être assez invasif. De l'autre côté, tu as les gens dans le Web 3 qui veulent faire les transactions, rester complètement anonymes. Bon, on sait que les extrêmes, ça ne marche jamais à une très grande échelle. Donc, pour trouver les moyens de, comment on dit, le terrain d'entente entre les milieux, par exemple, avec Zero Knowledge, on peut faire une preuve un Zero Knowledge proof de mon passeport que j'ai passé le KYC de Know Your Customer. Et la seule chose que j'ai besoin de propager sur le réseau, c'est cette preuve, sans donner mon nom, la nationalité, l'âge, etc. Ah, d'accord. Et comme ça, et aussi un protocole, par exemple, dans le Decentralized Finance, peut engager avec cette entité qui présente ce genre de preuve, en sachant que, oui, c'est un acteur valide, je suis pas hors loi en train de permettre cette transaction sur le réseau. Et aussi, les gens, ils ont un confort en sachant que leurs données ne sont pas propagées partout comme ça. Donc ça respecte la confidentialité, en même temps, ça peut soutenir le but d'identifier, qui est en fait un but assez commun en réalité. En fait, qui est partout. Une société doit savoir qui sont ses actionnaires. Pareil, en fait, pour savoir si vous avez du crédit ou pas, vous devez avoir généralement donc, des identifiants, des choses comme ça. Et donc là, il y a un véritable système qui, en fait, combine quelque part le meilleur des mondes, la blockchain pour le côté sécurisé, et puis le respect de la confidentialité des données, ce qui est essentiel pour tous les utilisateurs. Tout à fait. Et d'autres cas, par exemple, je crois que l'année prochaine, il y a une loi qui se passe en Suisse que maintenant, ça ne suffit plus de cliquer que j'ai plus que 18 ans accéder au contenu ou les services qui sont ciblés pour les adultes. Et avec les Zero Knowledge Proof, on peut faire preuve que quelqu'un a plus que 18 ans sans avoir besoin de savoir son âge, sa date de naissance, aucune info. Donc ça, c'est un autre exemple. Dans les systèmes de votation, pour en fait les deux parties, les voteurs et les organisations qui organisent les votations, tu peux savoir que les gens qui votent ou les entités qui votent sont éligibles, qu'ils ne votent pas en double et tout ça. Et les personnes ou les entités qui votent, ils peuvent voter en sachant que leur vote, ça reste confidentiel. Et donc, c'est un très bon système pour ça. On a une entreprise qui vient de créer du Sud, qui est déjà en train d'établir et ils ont constitué une plateforme de voting basée sur Mina. Ils ont déjà fait les votes pour le gouvernement coréen en mode test, bêta test. Ils ont déjà 70 000
utilisateurs sur pas leur mal. plateforme. On pourrait imaginer aussi donc, des industries, par exemple, utiliser ça dans la supply chain. J'imagine, voilà, nous ici, on a des grands manufacturiers, alors on pensera à l'industrie horlogère, voilà, les Rolex et tout ça, ou avec les Swatch, avec finalement des montres qui sont des bijoux de complexité, avec beaucoup de pièces. Voilà. J'imagine que ça répond aussi potentiellement à ça, Oui. au secret d'affaires quelque part, au-delà de la confidentialité des personnes, le secret d'affaires aussi, et la confidentialité d'avoir des certificats. Oui, là, tu as touché plusieurs domaines. Par exemple, il peut y avoir les certificats d'authenticity ou suivre la chaîne d'approvisionnement ou la chaîne de vente. Parce que sur le secret, c'est-à-dire que la réalité d'une existence, mais le secret de ce qu'il y a dans cette existence, c'est un peu la clé d'aujourd'hui, parce que tous les problèmes qui sont posés par Google et autres, c'est justement quand on a commencé à dire qu'on existe, on sait tout ce qu'il y a dans notre univers. En fait, il n'y a plus de protection derrière. Donc, Ou la télémétrie, par exemple, si on prend un exemple comme Mercedes-Benz, qui sont énormes dans le domaine de logistique, de transport, et ils collectent beaucoup de données des véhicules qui sont en route et tout ça. Par exemple, peut-être le bâtiment du chauffeur du camion et beaucoup de data qui sont très sensibles. Et là, on peut mettre une couche de zero knowledge pour protéger exactement les éléments privés de cette data et en relevant, comme on dit, les faits qui sont importants qu'on peut partager sans donner les informations privées. Mais juste avant de toucher à ça, Amelia, si vous me permettez, on a parlé des use cases et des choses assez concrètes dans l'industrie qu'on peut se faire, mais le zero knowledge, en fait, en lui-même, c'est une étape, une marche en avant très puissante. C'est un percée majeur pour l'industrie blockchain. Et la raison pour laquelle je soulève ça, parce que c'est important aussi de positionner où se trouve Mina par rapport à cette voyage en construisant l'avenir du blockchain. Et d'abord, ce que Zero Knowledge fait, c'est qu'avant l'introduction de Zero Knowledge sur les blockchains, si on prend les blockchains traditionnels comme Ethereum, comme Bitcoin, avec le passage du temps, le nombre des transactions qui s'accumulent sur le blockchain, ça commence à prendre une taille très large. Et aussi, s'il y a un ordinateur ou une application qui veut participer et assister à la sécurité de ces blockchains, il faut réexécuter, refaire chaque transaction. Et quand les cofondateurs de Mina, Evan Shapiro et Zee Meckler, ils ont vu qu'on peut utiliser la technologie de Zero Knowledge. On n'a plus besoin de réexécuter chaque transaction. On peut faire une preuve de l'état du blockchain historique et dans une taille, un instant de mémoire très petite. Et c'est une étape énorme parce que ça fait des économies de compute. Après, donc, je la refais pro memoria. Que nous disent les données à propos de votre blockchain? Avez-vous quelques chiffres à nous donner sur Mina et sur l'utilisation de la Mina blockchain, Mina protocol? En fait, c'est que, je dirais que c'est vraiment le début de l'écosystème Mina, le mainnet qui a été lancé en 2021. Et il y avait plus que 10 milliards de Mina qui étaient transférés comme paiement dans ce temps-là. Mais avec la mise à niveau qu'on vient de faire, pour mettre la capacité de faire les Zero Knowledge Applications sur mainnet qui viennent d'avoir lieu, c'est là vraiment le début. Et là, je pense que cette année-là, dans les mois qui suivent, on va avoir de plus en plus des applications qui sont lancées. On a déjà des applications qui sont sur le testnet qui vont faire à mesure transférer sur le mainnet. Par exemple, un système de votation construit par une société qui s'appelle Punkball, qui ont déjà 70 000 utilisateurs sur la plateforme bêta qu'ils ont construit. Ils ont déjà fait les tests avec le gouvernement coréen pour ce système de votation. Et peut-être ça me fait une transition. Donc, il y avait une volonté à la base des fondateurs de créer une blockchain différente. Donc, on a vu aussi l'évolution des blockchains finalement des infrastructures de plus en plus sophistiquées.
Aujourd'hui, le Mina protocole, il est fait sur la base, par exemple, d'une taille fixe, ce qui le rend, j'imagine, aussi particulièrement flexible, particulièrement adaptable. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas de Bitcoin ou voilà, d'Ethereum. Ethereum qui devient très très cher, justement les transactions sont aussi nombreuses. Bitcoin, en fait, qui est un peu difficile d'accès, des fois, pour des gens qui sont des néophytes, des gens qui ne connaissent pas bien. C'est quoi un petit peu la volonté pour vous d'être the lightest blockchain for dApps, comme vous le dites sur votre site? C'est quoi un petit peu la volonté derrière tout ça et comment en fait votre blockchain fonctionne-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, merci Gabriel. En fait, j'ose dire que le fait que c'est le light blockchain ou une taille très petite, moins de 22 kilo-octets, c'est plutôt un effet secondaire. Parce que le zero knowledge en lui-même, c'est une étape énorme pour l'industrie blockchain et c'est pour ça que ça devient un component, une pierre angulaire centrale pour l'industrie blockchain, parce qu'on n'a plus besoin de réexécuter, refaire chaque transaction pour avoir l'historique du blockchain. Et du coup, on peut avoir la puissance de la sécurité d'une blockchain dans une petite taille, une petite instance de mémoire qui peut fonctionner depuis un browser, depuis un téléphone mobile, depuis un petit appareil qui est géré à la distance par la télémétrie dans ton frigo. C'est l'IoT. Par exemple, exactement. Ouais. Et donc, ça débloque en fait une prochaine étape au niveau des économies de la compute et la puissance qu'un blockchain peut apporter dans nos vies quotidiennes. Mais vous êtes vraiment sur deux piliers, en fait. C'est agréable de voir que la technologie là, commence à combler les besoins, le besoin de confidentialité, le pas lourd, comme on disait, sur une blockchain légère. Une autre étape, la prochaine, parce qu'à chaque fois vous avancez et vous précédez, à votre avis, c'est quoi le prochain défi de Mina? Parce que ça a l'air d'être un défi de société que vous arrivez à sentir. Donc pour vous, c'est quoi le prochain défi? Même bien que le Zero Knowledge Proof, c'est une technologie avec un potentiel énorme, c'était déjà un défi majeur et une percée majeure de cette mise en œuvre ou mise à niveau qu'on vient de faire, de mettre les applications ZK sur le mainnet. Et maintenant, ça permet les développeurs de créer les applications, de déployer les applications qui utilisent le Zero Knowledge. Et plus besoin d'avoir un doctorat en cryptographie pour utiliser, parce qu'on a utilisé un cadre de développement qui se dit le TypeScript, très, très répandu déjà par beaucoup des développeurs dans le domaine du web. Peut-être si on parle un peu de développement, afin de pérenniser vraiment le projet Mina, il y a aujourd'hui une fondation basée en Suisse. Cette fondation, justement, elle vient à soutenir aussi des développeurs qui s'intéresseraient au projet. Je crois que vous avez des grants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette volonté aussi d'avoir en fait ce pilier en Suisse et qu'est-ce qu'il offre, par exemple, à des gens qui veulent demain s'intéresser à Mina? Bon, déjà, l'encadrement pour tout ce qui est blockchain et digital ledger technology en Suisse, je crois que c'est un des meilleurs du monde. On a un cadre le meilleur, on est en Suisse. C'est le meilleur. En ayant une fondation, notre but, c'est de promouvoir, de soutenir le développement de l'écosystème autour de Mina et son place dans l'écosystème d'interopérabilité des blockchains. Et pour faire ça, nous, on donne les subventions aux développeurs qui veulent développer et lancer les projets construits sur la base de Mina. Et on a deux programmes, un qui s'appelle Navigator, c'est pour ceux qui veulent mettre une orteil dans l'eau pour commencer à jouer avec. Et un autre qui s'appelle ZK Ignite, c'est pour les projets un peu plus concrets et en plus des subventions, on donne une aide technique. Aussi, on fait un lien avec le venture capital pour leur aider à trouver les investissements pour faire continuer leur projet.